God Valley arrive. Le flashback le plus important des Gate se transforme en flashback le plus important de tout One Piece. Sans aucun doute, Kuma est devenu un personnage important et central de l'œuvre. Sans parler de Saint Saturne qui lui est incroyable, qui domine le monde sans lever le petit doigt. Il maîtrise les Mugiwara, il maîtrise Sanji et tout ça à distance. Et maintenant, il veut tuer Nika alors que Figarland se dévoile, alors que God Valley est révélé, alors que les Rocks pointent le bout de leur nez. Et bienvenue sur Rev Télé Nakama. Comme vous pouvez le voir, on est tous les deux ensemble, on est à La Réunion et on est quand même très content d'être là malgré les circonstances. C'est un peu compliqué, c'est vrai. J'ai personnellement pas fait de vidéo depuis 2 semaines puisque effectivement c'est un deuil. J'ai perdu mon père, vous le savez, et là on est chez lui. Il avait un sens artistique qui était propre à lui-même, c'était vraiment un artiste et c'est aussi une vidéo hommage à lui car dedans on parle de papa, on parle de Kuma, on parle de pas mal de choses et c'est comme ça. Il faut avancer. Mais en tout cas, le chapitre était juste incroyable. Nous, on reprend les vidéos dès cette semaine. On en fait une tous les 2 jours maintenant, comme d'habitude. Et surtout, on a la réaction live des chapitres. Et ben, je vois qu'il y a un chapitre, on va le faire. Même depuis la Réunion, il n'y a pas de soucis. La connexion est bonne. On va faire ce qu'il faut. Et donc, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture cette semaine, elle est sur Baggy, un personnage qui va sans doute être roi des pirates. Moi je blague même pas, je vous jure, je pense qu'il va devenir roi des pirates. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un Yonko. Il est passé par le titre de Shibukai et il a fait pas mal de choses. Là, c'est un Saimari qui lui vole son nez, c'est un petit singe. Donc est-ce que c'est une allégorie de Luffy qui fait tout le temps passer Baggy pour un mec assez drôle? C'est peut-être le cas, mais en tout cas, on ne voit pas vraiment de message caché là-dedans. Si vous en voyez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. En tout cas, ça fait plaisir de voir Baggy sur une page de couverture et ça fait drôle de le voir du coup sans son nez, même si bon, il essaie de le cacher, mais... Exactement, je pense que la personne qui a demandé cette image, elle voulait vraiment voir Baggy sans son nez. Et là, donc Oda, lui, il s'est un peu foutu de tout le monde. Il s'est dit, ok, mais il aura sa main ici. Première vraie page du chapitre. L'île d'Egghead est sans dessus-dessous. Un doyen est présent et tous fuient pour leur vie. Ils n'ont absolument pas le droit de le voir. Il faut avoir un grade supérieur à celui de capitaine pour le voir. Les soldats présents s'étonnent des éclairs, mais aussi de le voir en vrai plutôt qu'en portrait. Mais l'attaque des bonnets choque aussi les témoins, et la marine est prête à riposter. Mais Saturne les demande d'arrêter. Il lâche que s'il ne voulait pas être poignardé, il l'aurait déjà évité. Et sans bouger d'un cil, il frappe Bonnet et il la saisit au vol. Tout ça avant de frapper Sanji avec la même technique. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il arrive à se soigner lui-même sans difficulté. Saturne se met alors à engueuler Kizaru, lui disant qu'il prend bien trop de temps, et celui-ci annonce qu'il ne pourra pas bouger durant un bon moment, alors que le doyen lui dit que c'est tout à fait compréhensible. Et là, il s'élance vers Luffy, mais Franky s'interpose. Il arrive à pousser son capitaine et à le saisir. Et ça étonne Saint Saturne. Saint Saturne est étonné de la présence de tout le monde ici, mais il leur dit que c'est la fin, ils ne vont pas pouvoir s'échapper. Puis il se tourne vers Vegapunk en le remerciant pour ses créations. Mais maintenant, c'est la fin. Il y commence à écraser Bonnet, elle, cette descendante de cette race du péché, les boucaniers. Alors qu'en même temps, il maintient tout le monde au sol grâce à son étrange pouvoir. La dignité du rang, c'est quelque chose dans One Piece, et là, clairement, le Gorosei ne se fait pas voir par n'importe qui. Soit par des ennemis, parce que c'est des ennemis, on ne peut pas les contrôler, mais sinon, il faut être minimum grade capitaine. Ça, c'est magnifique, ça, c'est incroyable. Sinon, t'es pas digne. Sinon, tu vas le voir, mais tu vas le voir en portrait, en tableau, dans un musée, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, on va voir à la fin de ce chapitre, Saint Saturne, il est vieux depuis très très longtemps, au moins 47 ans. Donc ça veut dire qu'il est une sorte d'immortel. Et on le voit tout de suite d'ailleurs. C'est vrai qu'on voit déjà il arrive à se régénérer, c'est-à-dire que il se fait poignarder, il y a du sang sur lui, mais pourtant on voit sa blessure qui disparaît et même le sang disparaît. Et ça c'est étonnant. Déjà on se posait la question, est-ce qu'il est vraiment immortel? Parce que pourtant le poison, il semble craindre le poison. Donc là on voit bien il se régénère facilement, mais il a quand même peur du poison. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui fusent en ce moment. Et on se demandait aussi du coup, est-ce que c'est comme Marco? Est-ce que ça veut dire que quand il se fait toucher, il a mal et ensuite il se régénère? Ou est-ce que, au contraire, du coup, il se fait toucher mais il sent rien du tout et il se régénère automatiquement? Et nous, du coup, on pense plutôt pour cette deuxième version. Parce qu'effectivement, sinon, le sang ne disparaîtrait pas avec... Ça serait un peu comme Marco. Marco, quand il se fait blesser, ok, il se régénère, mais tout ce qui est sang, tout ce qui est... les blessures, finalement, on les voit quand même. S'il a attaché son t-shirt de sang, le sang reste là. Alors que sur sa Saturne, finalement, c'est pas du tout le cas. C'est assez étonnant, on ne sait pas trop. Pour ses pouvoirs, c'est démoniaque, ça c'est certain. On va le voir juste après, c'est démoniaque. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu du fait que lui, le temps est figé pour lui? Donc il va retourner toujours à l'état d'avant. Peu importe ce qui se passe, il retourne à l'état d'avant. C'est une forme d'immortalité. En gros, tu es figé sur un seul point du temps. Et l'autre pouvoir qu'il use, c'est de pouvoir toucher les gens à distance. Ça, c'est un pouvoir qui est aussi assez intéressant et qui est tiré des films d'horreur. On voit dans les démons, ils arrivent, dans les films d'horreur, la plupart du temps, ils arrivent à repousser les gens, ils font léviter des personnes et compagnie. Et là, c'est la même chose. On voit Saint Saturne arrive à pousser Bonnet
à l'éjecter. Et aussi, Sanji, plus tard on le voit aussi, il arrive à plaquer les gens au sol. Et donc c'est comme s'il avait une présence, une pression qui fait que personne ne peut bouger. Ça c'est un autre type de pouvoir. Vegapunk pense que c'est un Fujidémon, mais ça n'est sûrement pas le cas. On pense que tous les membres du Gorosei ont ce pouvoir. Autre point assez intéressant sur ce pouvoir, c'est pourquoi ne pas l'avoir utilisé contre Sabo. Ça c'est étonnant. Pourquoi Sabo, lui, il a pu échapper à ça. Même Cobra, on l'a vu qu'il pouvait bouger. Il avait qu'à faire ça en fait face à Sabo, et puis Sabo ne se serait jamais enfui. Il n'y avait pas d'incident et ils auraient eu aucun souci sur place. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors peut-être que c'est une incohérence, peut-être que Oda a rajouté ça après coup. C'est une possibilité. Ça m'étonnerait. Ouais, ça me paraissait étonnant, mais c'est vrai que c'est une bonne question du coup. Oui, le côté démoniaque, il est bien là, et je pense que Oda le prépare depuis au moins le film Red, parce qu'il y avait une question sur les démons de One Piece. Il avait dit que les démons existaient, que les démons, et pour l'instant, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait en faire. C'était sûrement un mensonge, parce que le Gorosei existe depuis très longtemps. Sanji, de son côté, il est blessé, et ça nous étonne, parce qu'on l'a bien vu sur les chapitres précédents, il utilisait son haki d'observation. Et là, finalement, il n'a pas du tout prévu le coup, il n'a pas pu esquiver, il s'est pris l'attaque de plein fouet. C'est à se demander finalement si le pouvoir qu'a sa Saturne n'échapperait pas au haki de l'observation, parce que finalement, c'est quelque chose qui est invisible, c'est une pression qui est là, qui est présente, mais qu'on ne peut pas voir, et peut-être que c'est un peu comme Shanks finalement qui tue les attaques dans l'œuf, peut-être que là c'est un peu ça, peut-être que ça empêche tout acquis d'observation. Moi je pense que ça doit être quelque chose de plus gros que ça. C'est un pouvoir qui nous échappe totalement, on vient de l'évoquer, et donc c'est un pouvoir qui échappe au haki. C'est plus fort que le haki, c'est plus haut que le haki, c'est plus démoniaque. Peut-être qu'il faut faire un pacte avec le diable, avec Im-sama pour l'avoir. Et donc, comme il n'y a pas de déplacement de corps et compagnie, on ne peut pas le voir avec le haki de l'observation. Ce que tu vois, c'est que tu vas être frappé, mais tu ne vois pas d'où vient le coup, donc tu ne peux pas l'esquiver. C'est une technique qui est juste géniale. Ensuite, on va trouver une faille, sans doute, on va trouver une façon de contrer la chose, peut-être que même parce que c'est uniquement Nika et les dieux qui arrivent à le faire dans One Piece, mais on le verra sans doute bientôt. Kizaru là il est complètement KO au sol, il peut plus du tout bouger, mais par contre sa ceinture ça va, il est ok, il a compris effectivement que ça vient du pouvoir de Nika, donc je pense qu'il peut comprendre effectivement que Kizaru puisse être mal en point finalement, tout simplement. Oui, et il sait qui est Nika, on l'avait vu dans le précédent chapitre, il connaît les pouvoirs de Nika et il se dit Nika supérieur à tout, donc Kizaru, si tu as mis Nika KO et que toi aussi tu es KO en même temps, franchement t'as gagné en fait, t'as gagné mon respect, moi je vais finir le travail, il n'y a aucun souci. Quand il y a 800 ans, Nika il attaquait, personne ne pouvait résister, toi t'as fait mieux. Et d'ailleurs, il passe réellement à l'action sans Saturne, mais c'est Franky qui s'interpose, c'est Franky qui devient le héros. Là, c'est pas Sanji, Sanji est par terre, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir un Sanji qui sauve à nouveau Luffy. Mais non, là c'est un Franky, et ça, moi personnellement, j'aime bien, parce que ça monte encore Franky, et ça, Saturne, lui, il fait un compliment à Franky, il fait un compliment sur l'équipage du chapeau de paille, ça c'est beau, ça c'est très 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 beau. Mais à voir où ça va mener tout ça, parce que ce compliment a l'air d'être vide de sens, puisque 2 minutes après, il maîtrise tout le monde. Ouais, mais il dit quand même un truc important, c'est qu'il dit c'est un équipage de type coopératif. Ça veut dire que finalement, il sait qu'il y a peut-être plusieurs types d'équipages, qu'il y a des équipages effectivement qui en font un peu qu'à leur tête, qui ne sont pas un peu comme Barbe Noire finalement dans son équipage, où chacun fait un peu à sa tête, et chacun a finalement cette envie de faire... D'arriver à son but. Voilà, exactement, d'arriver à leur but. Alors que là, effectivement, ils savent qu'ils sont tous derrière Luffy et qu'ils feront tout pour protéger Luffy. Et là, la grosse info de cette première partie, c'est tout simplement le peuple des boucaniers. Les boucaniers, c'est assez étonnant, puisque j'y aurais pas pensé, mais en même temps, je connais les boucaniers, parce que ce sont les premiers pirates européens. C'est-à-dire qu'à une époque où on commençait à coloniser l'Amérique, on a envoyé énormément de personnes qui étaient des forçats pour purger leur peine pas aux États-Unis, mais en Amérique. Et ces personnes, ils étaient dans les Caraïbes, ils ont servi pendant des années, et à la fin, on leur a laissé le choix. Soit ils rentrent, ils n'ont pas de perspective d'avenir en France ou en Angleterre, ou alors ils restent sur place, mais ils se débrouillent. Et le nombre d'entre eux sont restés, sont partis sur les îles d'à côté, et ils ont créé ce qu'on appelle des colonies en fait, des colonies de pirates à proprement parler, parce qu'ils pillaient les bateaux et compagnie. Et boucanier, c'est parce qu'ils prenaient le gibier, ils coupaient en fines lamelles, et ils posaient ça en fait sur un échafaudage, ils mettaient le feu dessous et faisaient boucaner la viande. sous la viande. D'ailleurs, tous C'est les ce qu'on réunionnais... fait, voilà, c'est ce qu'on fait nous à La Réunion et franchement c'est super bon. Donc... Exactement, et c'est c'est de là d'où vient le terme boucanier. Ce sont des pirates qui faisaient boucaner avec la fumée en fait leur viande. Et petit à petit, la marine française, la marine anglaise se sont dit les boucaniers sont dangereux, les boucaniers ce sont des pirates, les boucaniers il faut les exterminer. En gros les Réunionnais sont dangereux et... Non je plaisante. Oh, toi, qu'est-ce que tu es en train de dire, toi? Ça raconte n'importe quoi. Voilà, et c'est très intéressant, d'ailleurs, on est en train de préparer une grosse vidéo théorie sur les boucaniers, et ça arrive très rapidement.
Le flashback de Kuma commence enfin. À North Blue, au royaume sorbet, il y a 47 ans de cela. Kuma est né dans une famille très particulière. Son père était le descendant d'une tribu, les Boucaniers. Et à sa naissance, le médecin a promis de ne rien dire sur son sang. Hélas, le gouvernement avait des yeux partout et la famille a été arrêtée. Kuma, d'une force incroyable, a grandi en tant qu'esclave, cachant les sévices qu'il subissait toujours. Et sa mère, elle est morte dans ces conditions. Son père, masquant la tristesse, lui racontait toujours l'histoire de Nika, celui qui fait rire et libère les esclaves. Il dansait et faisait rire Kuma, jusqu'au moment où un dragon céleste mit fin à ce seul moment de bonheur en éliminant ce père qui faisait beaucoup trop de bruit. Les boucaniers, et ben voilà, ils sont bien introduits. Kuma est un boucanier et là on voit son père également. Et l'histoire de son père, l'histoire de Kuma, c'est vraiment quelque chose qui est assez violente, c'est dans l'histoire de Kuma. En fait, c'est dans l'ADN de Kuma de souffrir depuis sa naissance. C'est horrible, vraiment horrible. Et Kuma a vraiment transformé l'ensemble de ce peuple en peuple de sacrifiés. Tout ça, c'est la vérité. Mais par contre, cette tribu est assez étonnante. À la fin, on apprend qu'ils ont du sang de géant. On apprend pas mal de choses sur eux. Et encore une fois, on va sortir une grosse théorie sur eux. Mais ils ont fait un crime. Ils ont fait un crime qui nécessite qu'ils ne peuvent pas être en liberté. Ils doivent être esclaves. Et surtout, ils doivent tous être voués à mourir. Ce qui, pour moi, est assez étonnant. Mais on a déjà compris pourquoi et quel est ce crime. On en parlera dans la vidéo, dans la théorie qui sort ce mercredi. On a toujours su que Kuma était un roi. Et pourtant, là, à voir son flashback, on n'a vraiment pas l'impression. Il est né finalement esclave. Il a grandi avec des parents qui étaient du coup esclaves. Alors on se demande du coup d'où vient ce côté roi. Est-ce que ça arrivait après? Est-ce que c'était par le biais de sa maman finalement? Parce que apparemment sa maman n'était pas boucanier. Peut-être que ça viendrait de sa maman et qu'ils l'ont peut-être pas juste dit maintenant, mais que ce sera peut-être complété dans un prochain flashback. Parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations et on a encore plus de questions qui arrivent. C'est la magie d'Oda, mais c'est tout le temps comme ça finalement. Ah oui. À chaque fois, on a des révélations. Je me suis dit, mais pourquoi alors? Mais comment? Et donc là, on a vraiment envie de savoir la suite. Donc on espère vraiment avoir un deuxième flashback. Même si pour nous, c'est la maman de Bonnet qui était la reine et Kuma est devenu roi consort et par la suite, d'une façon ou d'une autre. Ou même pas, peut-être pas du tout. D'ailleurs, là aussi, on a une théorie, mais c'est fou ça. On a trop de vidéos à sortir, oui. Du coup, on a pris pas mal de retard sur les vidéos, ce qui est normal. Il y en a plein qui vont sortir cette semaine et la semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que Nika est lié à cette tribu. Le père de Kuma parlait de Nika, il décrivait Nika comme un libérateur et il connaissait déjà pas mal de choses sur la chanson, sur le bruit que faisait Nika, en fait, les tambours quand il arrivait, sur tout en fait, et sur le rire de Nika. C'est des informations qu'on n'avait pas avant. On n'avait vraiment pas avant. Il y avait Wuzwo qui en avait un peu. Il disait que Nika libérait le peuple en dansant, mais il n'avait pas la personne qui lui a appris tout ça n'avait pas le son du tambour. Et là, les boucaniers, semble-t-il, avaient le son du tambour. Ils étaient très très liés à Nika. Et c'est peut-être ça leur crime. Ils étaient trop liés à Nika. Et quand ils ont perdu la guerre, ils ont été voués à être détruits. Peut-être comme les samouraïs. Sauf que les samouraïs, ils avaient leur propre île et ils ont pu se défendre. Mais les boucaniers, pourquoi ils ont été détruits? Là aussi, c'est très complexe et ça va être très intéressant à analyser. On va le répéter encore une fois, mais c'est vrai que Kuma, sa vie finalement est un véritable drame. C'est une tristesse, mais sans nom. Je pense qu'il n'y a pas de personnage qui ait une vie aussi triste finalement. Aussi désolante, parce que là, il a tout perdu alors qu'il n'était même pas encore né, enfin qu'il venait de naître. Il a tout perdu encore une fois quand il était enfant. Puis là, il va tout perdre alors qu'il est adolescent parce que, semble-t-il, il est à God Valley, c'est fou. Et il va encore perdre encore plus quand il va grandir parce qu'on va le transformer en arme, il n'y aura plus d'âme, il n'y aura plus rien. C'est un personnage qui est sursacrifié et aujourd'hui, il vient de perdre une partie de sa tête. Qu'est-ce qu'Oda veut faire avec ce personnage? Est-ce qu'un jour, il aura une fin grandiose, normale? Nous, on voit le parallèle Kyros et Rebecca, sauf que Kyros, lui, il n'a pas autant souffert. C'est du Kyros, mais puissance 1000, et qui continue à souffrir, et on dirait que lui ne reviendra jamais. Il y aura juste ses souvenirs qui vont être utilisés, soit ils vont réussir à l'implanter quelque part, ou alors il ne reviendra jamais. Du coup, on attend vraiment avec impatience sa libération, parce que c'est vrai qu'il est né, il n'était pas libre, et jusqu'à présent, il n'est toujours pas libre. Il peut rien faire, il reste esclave depuis tout ce temps, et il est au courant en fait pour Nika. Il sait qu'un Nika doit venir et le libérer, mais il attend ça depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas si actuellement est-ce qu'il y pense encore ou pas, est-ce qu'il y croit encore ou pas, on ne sait pas. Et du coup, depuis le début, en fait, nous on attend qu'une seule chose, c'est qu'il soit libéré, et là, on espère encore plus que ce soit vraiment très bientôt. 38 ans auparavant, un événement bien étonnant eut lieu, comme tous les 3 ans. C'est le festival de purification des indigènes, un événement de chasse qui avait lieu dans des endroits différents à chaque édition. Et cette fois-ci, c'était à God Valley, une île qui n'est pas affiliée au gouvernement, une île remplie de ressources naturelles. Et sur place, le dirigeant a essayé d'arrêter ce jeu stupide. Il fut tranché par un des participants. C'est le cavalier divin Saint Garling Figarland. Un acte qui lui a valu de perdre 10 000 points dès le début du jeu car il a commencé avant le lancement.
mais lui, il prend ça pour un handicap fair play. Les dragons célestes ont aussi agrémenté la chasse avec des esclaves qui vont libérer sur les lieux, alors que Saint Saturne de son côté était averti de l'arrestation d'un des jeunes boucaniers, celui qui a de suite été envoyé à God Valley. Et sur place, le jeune homme y est traîné. Il est presque sans connaissance alors que deux ombres arrivent. Deux esclaves qui font une entrée fracassante, Emporio Ivankov et sa petite sœur Ginny. Et là, c'est la fin du chapitre. God Valley arrive et ça, tout le monde l'attendait, mais pas là. Mais c'est juste incroyable. Oda, il a fait des trucs, mais il parle de God Valley depuis un moment. Et nous, on s'attendait à ce que God Valley, c'est pas Ed qui va parler de God Valley, c'est pas eux. Mais non, c'est lié à Kuma. Mais non, c'est lié à Ivankov qui débarque. Non, c'est lié à Ginny qu'on ne connaît même pas, mais qui va sans doute mourir parce qu'elle vient d'apparaître. Mais on en reparlera plus tard. Mais elle n'est pas dans le futur, elle. Et là, moi, j'attends une autre personne, c'est Dragon. Non, 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 tout ça, on va en parler maintenant. Mais c'est surtout God Valley. Ça, on est à God Valley. Et Kuma, c'est le personnage central de God Valley. Et en plus, on voit du Garling jeune. Ça, c'est incroyable. Déjà, c'est un personnage qui a été... qui est arrivé assez récemment, finalement on l'a vu vieux et maintenant bam, on le voit déjà jeune, on a déjà un bout de flashback sur lui. Franchement ça fait vraiment plaisir et en même temps on se rend compte à quel point l'histoire avance extrêmement vite. Là on... Il ressemble à Shanks. Et oui, il ressemble Je pense que énormément à tout Shanks. le monde l'a vu, il ressemble trop à Shanks. C'est Shanks avec un début de lune sur la tête, voilà, parce C'est qu'il ça. n'a pas encore la barbe du coup. Oui, exactement. mais c'est son père, en fait, si c'est pas son père, c'est son oncle, c'est son grand-père, c'est ce que vous voulez, mais c'est lié. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est pourquoi Shanks était dans un coffre. Et on a vu des coffres sur God Valley. Est-ce qu'on l'a mis dedans ou est-ce qu'il était un prix à gagner? Genre, on offre un enfant Dragon Celeste, c'est pas rien pour le gagnant. Et du coup, Garling, il a gagné? Non, non, mais Garling, il est le champion de God Valley. Donc ça veut dire qu'il va gagner. Les événements pour nous vont se passer comme ça. Kuma est arrivé, on va libérer les esclaves. Les esclaves vont commencer à essayer de fuir, parce que c'est le but. Les autochtones aussi sont là. On a vu le roi qui vient de mourir. Garling va gagner la chasse, en tout cas aura le plus de points, même s'il part dans le négatif. Et ensuite, il va avoir son titre de champion. Et là, les Rocs sont débarqués. L'incident de God Valley sera maintenant. Et ça va être juste grandiose, les prochains chapitres. Du coup là c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Les Rocs, comment est-ce qu'ils vont débarquer parce qu'on ne les voit pas être déjà sur l'île et on voit mal finalement que l'histoire des Rocs soit présentée tout de suite maintenant. Enfin, on s'y a déjà que c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'on parle de God Valley, mais on s'attend encore moins du coup à ce qu'on nous parle des Rocs tout de suite. Donc on se pose vraiment la question, est-ce qu'ils vont arriver tout de suite ou est-ce que ça sera plus tard dans un autre flashback, dans quelques chapitres, on ne sait pas. C'est très particulier. Moi personnellement, je pense vraiment pas qu'ils vont apparaître maintenant. Kuma, il a pas tout vu. Kuma, lui, il a été occupé à fuir, à survivre avec Ivankov, sans doute avec Dragon, avec pas mal de choses. Il va réussir à fuir et donc eux, ils vont pas voir les Rocs. Ils vont juste entendre, ils vont voir la fumée, ils vont voir tout ce... Ils vont peut-être apercevoir Rox, on va peut-être l'apercevoir de profil avec une ombre incroyable et le truc juste, lui en train de tuer des dragons célestes, mais je pense vraiment pas qu'il sera présent. Et si c'est le cas, moi je serais hyper heureux. Si c'est pas le cas, je serais quand même heureux parce qu'on a des informations sur God Valley de plus en plus. On a le début de l'armée révolutionnaire. On sait que Ivankov, Kuma et Dragon ont créé l'armée révolutionnaire ensemble. Donc les prémices aussi de l'armée révolutionnaire sans doute. Et là, si Dragon n'est pas présent sur place, peut-être que c'était un ancien marine, peut-être que c'est un ancien du CP9, peut-être que c'est un ancien du CP0, ce qui expliquerait sa présence sur place, même s'il est très jeune. Mais on sait qu'Urabuchi était dans les forces alors qu'il était très 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 jeune. On ne peut pas réduire le fils de Garp en esclavage. Même si à l'époque c'était pas un héros, c'est très compliqué. Et Garp, peut-être qu'il est venu pour aider son fils, pour récupérer son fils, parce qu'il avait peur que son fils meure sur place en entendant que les Rocs se dirigeaient là-bas. Et lui, Dragon, il a vu tout ça, il a vu ces horreurs et il s'est dit... c'est fini, je vais sauver ceux qui peuvent être sauvés. Et donc, il a sauvé Kuma, il a sauvé Ivankov. La pauvre Ginny, elle est peut-être morte parce qu'on ne la voit pas dans le futur, mine de rien. On la voit vraiment pas. Donc, peut-être qu'elle est morte, ou peut-être pas. Autre théorie, ça peut être intéressant. Si Ginny, c'est la maman de Luffy. Si en fait, ce jour-là, plus que d'avoir rencontré les membres de l'armée révolutionnaire, Dragon avait rencontré celle qui allait être sa femme, celle qui allait être la maman de Luffy, et celle qui va mourir dans le futur et qui va encore une fois changer le destin du monde entier. Ça peut être intéressant, et ça peut vraiment sortir de l'ordinaire et faire d'un flashback qui parle que de God Valley et pas des Rocs, un flashback qui serait le plus agréable, le plus déchirant et le plus informatif de One Piece, et qui va changer toute notre vision de l'œuvre. Encore une fois. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, le flashback continue. Le jeu commence et le gamin qui va colliser tous les esclaves, eh bien c'est Dragon. Numéro 2, la petite Ginny va mourir, tuée par Garling lui-même. Numéro 3, les Rocs sont aperçus en fin de chapitre. Et numéro 4, on voit Rox lui-même ordonner d'aller chercher les ressources qui sont sur place. Les Rocs arrivent et tout va changer.
Et voilà les accros de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'on sort pas mal de vidéos. Là, on va sortir pas mal, dont des théories dès mercredi et pas mal de choses en fin de semaine également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les vidéos qu'on fait. À bientôt!